Si vous avez du mal à vous souvenir qui a aidé qui pendant les tumultueuses guerres d'indépendance d'Amérique latine, alors cette histoire est pour vous. C'est un récit souvent oublié, éclipsé par les récits plus conventionnels de pouvoir et de conquête. Pourtant, il contient une vérité fondamentale sur la nature de la liberté et de la solidarité. Une vérité qui résonne avec une force surprenante dans le paysage politique complexe d'aujourd'hui. Nous sommes en 1815. En Europe, le Congrès de Vienne restaure les monarchies et tente d'étouffer les idéaux révolutionnaires. Dans ce monde qui cherche à rétablir l'ordre ancien, toute aspiration à l'indépendance est vue avec suspicion. Et une république fondée par d'anciens esclaves est considérée comme une aberration. Comprendre ce chapitre oublié de l'histoire ne change pas seulement notre perception du passé, cela nous offre une nouvelle grille de lecture pour déchiffrer les dynamiques de pouvoir qui façonnent notre monde actuel. C'est l'histoire de deux époques, de deux formes d'intervention étrangère, et de deux choix radicalement différents, séparés par 2 siècles, mais unis par une même géographie. Le Venezuela. Au début du 19e siècle, l'Amérique du Sud est un brasier. Les colonies espagnoles se soulèvent, cherchant à briser 3 siècles de domination impériale. Au cœur de cette tempête se trouve un homme, Simón Bolívar. Connu aujourd'hui comme El Libertador, le grand architecte de l'indépendance sud-américaine, son parcours est alors loin d'être une marche triomphale. Ses premières tentatives ont été des échecs cuisants. En 1815, la cause de Bolívar est au bord de l'effondrement. Après la chute de la Deuxième République du Venezuela, écrasé par la brutale contre-offensive royaliste, il est un chef en exil, d'abord en Jamaïque. Il est acculé, ses armées décimées, ses partisans dispersés. Il est à court de troupes, à court de ressources, et surtout désespéré, en quête d'alliés. Les puissances européennes, garantes de l'ordre monarchique, lui sont ouvertement hostiles ou, au mieux, indifférentes. Les jeunes États-Unis, malgré leur propre révolution, adoptent une position de neutralité prudente, soucieux de leurs intérêts commerciaux et peu enclins à provoquer l'Empire espagnol. Bolívar est seul, un révolutionnaire sans révolution, un général sans armée. C'est dans ce moment de désespoir absolu, après avoir survécu à une tentative d'assassinat à Kingston, qu'il se tourne vers une source d'aide improbable, un paria sur la scène internationale, mais la seule nation qui comprenait intimement le prix de la liberté. La République d'Haïti. Entre alors en scène Alexandre Pétion. Président de la République du Sud d'Haïti, il est lui-même un vétéran de la Révolution haïtienne, cette lutte épique de 1791 à 1804 qui a abouti à la seule révolte d'esclaves réussie de l'histoire et à la naissance de la première République noire du monde. Pétion est un chef radical, un homme noir dirigeant une nation née du feu de l'abolitionnisme. Mais cette naissance a eu un coup terrible. Depuis son indépendance, Haïti est économiquement étranglée et diplomatiquement isolée, mise au banc des nations par les empires esclavagistes qui voient en elle une anomalie dangereuse, une idée subversive faite nation. Lorsque Bolívar arrive à Port-au-Prince fin 1815, il ne trouve pas seulement un refuge, mais un partenaire idéologique. Pétion, malgré les pressions immenses qui pèsent sur sa propre nation, voit en la lutte de Bolívar un écho de la sienne. Il comprend que la liberté d'Haïti, si chèrement acquise, ne sera jamais vraiment assurée tant que l'esclavage persistera dans l'hémisphère. Son soutien n'est pas un simple calcul géopolitique, mais un acte de principe, une extension de sa propre révolution. Pétion offre à Bolívar ce que personne d'autre ne voulait ou ne pouvait offrir. Il ne se contente pas de mots. Depuis le port des Caïs, il organise une aide concrète et massive. Il fournit 4000 fusils, 15 000 livres de poudre, des munitions, des vivres, et même une presse à imprimer pour la propagande révolutionnaire. Il met à disposition une goélette, et surtout, il accueille et encourage des centaines de volontaires haïtiens à rejoindre l'expédition. Il offre des fonds substantiels pour relancer la campagne de libération. Mais l'aide de Pétion va bien au-delà du matériel. Il impose une condition, une seule, non négociable, que Bolívar proclame la liberté de tous les esclaves dans les territoires qu'il libérerait. Ce n'était pas une demande de terre, de privilèges commerciaux ou d'influence politique. C'était un impératif moral, le cœur même de l'identité haïtienne. Pétion ne demandait pas à Bolívar de simplement changer les maîtres, mais de briser les chaînes. Il offrait à Bolívar le choix de libérer tous les peuples, pas seulement de remplacer une élite dirigeante créole par une autre. C'était un choix entre la simple indépendance politique et la véritable émancipation humaine. Fort de ce soutien crucial, Bolívar lance son expédition depuis Haïti en mars 1816. Bien que cette campagne initiale rencontre des difficultés et se solde par un retour temporaire en Haïti,
Elle marque un tournant psychologique et stratégique indéniable. L'aide haïtienne a permis de renverser la situation, de ranimer la flamme d'une révolution vacillante. Fidèle à sa promesse, dès son débarquement au Venezuela, Bolivar décrète l'abolition de l'esclavage, une proclamation qui, bien que difficile à appliquer immédiatement, change la nature même de la guerre. C'est un acte pur de solidarité internationale, fondé sur un engagement commun pour la liberté universelle. Une nation née de la lutte contre l'esclavage en a aidé une autre à naître, en s'assurant que la liberté serait son fondement, non un privilège. C'est un modèle d'intervention basé sur l'entraide et l'émancipation. Un soutien qui vise à renforcer la souveraineté, pas à la subordonner. Avance rapide de 2 siècles. Le Venezuela, la nation que Bolivar a contribué à libérer, se retrouve une fois de plus à un carrefour critique, son destin faisant l'objet d'une intense attention internationale. Mais aujourd'hui, le pays est en proie à une transition chaotique. Les 2 dernières décennies ont été marquées par une polarisation politique extrême, une crise économique profonde exacerbée par la chute des prix du pétrole et une crise sociale et humanitaire qui a poussé des millions de personnes à l'exil. Et une fois de plus, des puissances étrangères interviennent. Cependant, la pression extérieure se manifeste sous une forme très différente. L'intervention n'est plus celle d'un allié partageant une lutte commune pour l'émancipation, mais celle de puissances mondiales, notamment les États-Unis, agissant en fonction de leurs propres intérêts stratégiques, économiques et idéologiques. Les outils ont changé. Au lieu de fusils et de navires offerts en solidarité, nous voyons une coercition diplomatique, des sanctions économiques écrasantes qui, tout en visant le gouvernement, affectent l'ensemble de la population en limitant l'accès aux biens essentiels. On observe un soutien financier et politique ouvert à des figures d'opposition spécifiques, choisies pour leur alignement avec les intérêts étrangers. L'objectif déclaré est de restaurer la démocratie, mais la méthode est celle de la pression maximale. Une stratégie qui vise à remodeler la direction politique du Venezuela pour l'aligner sur des intérêts extérieurs, notamment en ce qui concerne le contrôle de ses vastes réserves de pétrole. Contrairement à l'aide de Pétion, qui était conditionnée à l'expansion de la liberté pour tous, l'intervention moderne semble conditionnée à l'adoption de politiques économiques néolibérales et de dirigeants favorables aux puissances qui l'exercent. La condition n'est plus morale, elle est stratégique. Cette ingérence moderne utilise le levier économique et la pression politique, non la camaraderie révolutionnaire. Elle ne cherche pas à renforcer la souveraineté d'une nation sœur, mais à la contraindre, à la façonner selon un moule prédéfini. Elle ne propose pas, elle impose. Le risque est immense, celui de remplacer l'autodétermination, même imparfaite et conflictuelle, par une solution imposée de l'extérieur. Une solution dictée par des intérêts géopolitiques qui n'ont que peu à voir avec le bien-être du peuple vénézuélien, et qui risquent d'aggraver les souffrances et de prolonger l'instabilité. La leçon de ce contraste historique est profonde et amère. L'indépendance n'est pas un événement ponctuel, un trophée que l'on gagne une fois pour toutes. Elle n'est pas simplement l'absence de domination coloniale formelle. C'est une lutte permanente, une pratique constante de la souveraineté face aux pressions internes et externes. C'est la capacité d'une nation à déterminer son propre chemin, à faire ses propres erreurs et à trouver ses propres solutions, aussi difficile que cela puisse être. Hier, Haïti, la nation la plus marginalisée, la plus pauvre et la plus isolée de l'hémisphère, a offert un modèle d'intervention basé sur la liberté et l'émancipation. Un acte de foi dans la capacité d'un autre peuple à se gouverner lui-même. Aujourd'hui, des puissances mondiales, se présentant comme les champions de la démocratie, emploient des méthodes de coercition qui mettent à l'épreuve la souveraineté même du Venezuela, menaçant de la réduire à une simple fiction. L'histoire de Pétion et Bolivar nous rappelle qu'une aide véritable renforce, elle ne domine pas. Elle est un pari sur la liberté de l'autre. La vraie indépendance exige de la solidarité, pas une substitution de pouvoir. C'est le choix fondamental entre être un partenaire dans la libération ou un maître déguisé en sauveur. Un choix aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 200 ans, et dont la mémoire nous invite à lire le présent avec plus de nuances et d'exigence.